IDFM Radio Anguin 98 de la bande FM, émission Au-delà du miroir. Aujourd'hui, avec Patrick Guérin. Qui est Patrick Guérin? Il est consultant à Paris depuis plus de 30 ans. Il est mage, médium et astrologue. Il est spécialiste de l'ésotérisme occidental et il est connu pour faire vivre l'art magique et proposer au travers de ses ouvrages des pratiques adaptées au monde moderne. Il est ici dans les studios. Patrick Guérin, bonjour. Bonsoir. 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 Alors, qu'est-ce que c'est qu'être mage en 2014 ? Mage, c'est répondre à toutes les demandes positives des personnes qui viennent vers nous, vers moi en tout cas, et aussi être un lien entre le visible et l'invisible. Positif, bien sûr. Alors, vous avez écrit le dernier, c'est aux éditions Trajectoire, Se délivrer des sortilèges et de la fatalité. C'est un livre qui donne des charmes et des rituels. On reviendra sur les charmes et les rituels après. Est-ce qu'il existe le même genre de livre pour justement pas se délivrer des sortilèges et de la fatalité, mais des sortes de grimoires magiques qui feront que les gens peuvent vous jeter des sorts ? Alors, j'ai écrit également un livre qui est sorti il y a... Pour jeter des sorts ? Oui, exactement. Pour mieux comprendre comment c'est possible, ce sont les attaques occultes. Mais est-ce que les gens peuvent s'en servir pour faire du mal ? On peut s'en servir. Après, il faut avoir la volonté et également une nécessité. Et puis ne pas avoir peur que ça nous retombe dessus. Les gens qui ont la volonté de faire du mal n'ont pas peur que ça retombe. En aucun cas. Une volonté bien affirmée, malheureusement, fait son effet. Bon, ça fait combien d'années que vous pratiquez, que vous recevez des gens qui sont... Alors, il n'y a pas que pour des gens qui nous feraient du mal, mais il y a aussi ceux qui sont en perte d'amour, en recherche de travail. Quel est votre métier au juste ? Qui vient vous voir et pourquoi ? Mage, c'est justement ce lien entre le visible et l'invisible. C'est lorsqu'on n'arrive plus à établir un pont entre ce que l'on désire et ce qui nous arrive. Donc, lorsque 2 et 2 ne font plus 4, comme je dis. Là, on peut venir me voir parce que je vais rétablir une normalité dans quelque chose qui ne devient plus normal pour les personnes qui subissent et donc qui sont en dehors de leur vie. D'accord, mais bon, des personnes qui viendraient vous voir pour jeter un sort à quelqu'un d'autre, vous ne seriez pas d'accord ? Je ne suis pas d'accord, mais il est important de l'expliquer. Il faut comprendre comment ces mécanismes fonctionnent, comment c'est possible pour admettre également que l'on puisse soi-même être dans cette situation de sortilège. Parce que dans ce livre, Se délivrer des sortilèges et de la fatalité, nous avons toutes les recettes, on pourrait dire, pour se délivrer des problèmes, mais pas celles pour en jeter. Donc la question que je me posais, c'est est-ce qu'il existe un livre pareil ? Et vous venez de me donner la réponse. Votre livre commence par une introduction et ensuite vous parlez de l'auto-envoûtement. Ça, c'est très important de rappeler ce que c'est qu'un auto-envoûtement. On pense être envoûté, on pense que tout va mal dans sa vie. Effectivement, lorsque l'on subit une chaîne, une succession d'échecs, on peut très vite penser que quelqu'un nous a jeté un sort, alors que nous-mêmes avons fait les mauvais choix, pris les mauvaises décisions, avoir eu des comportements qui vont générer des négativités et par la suite, s'inscrire totalement dans « on m'en veut », quelqu'un m'a fait du mal, je suis victime d'eux, et là, rentrer dans l'auto-envoûtement. Je ne suis pas envoûté par moi, je suis envoûté par les autres. Sauf que nos pensées génèrent des négativités, génèrent des ondes négatives que l'on va accumuler en soi et qui, à un certain moment, vont remplir la coupe, vont remplir notre corps. Et à partir de là, on n'a plus d'espace pour vivre et on subit notre propre négativité. Alors, vous expliquez dans le livre comment savoir si c'est un auto-envoûtement. On restera pas trop sur l'auto-envoûtement puisque la semaine dernière avec
Avec Johar Sy Ahmed, on avait déjà beaucoup parlé de l'auto-mouvement, donc de ces gens qui finalement s'envoûtent eux-mêmes avec leurs pensées négatives. Donc, vous faites la différence entre l'auto-envoûtement, donc les mauvaises pensées, les pensées hostiles, et puis les vrais envoûtements. Hein. Oui, tout à fait. Mais il faut rappeler que l'auto-envoûtement n'est pas quelque chose de bénin. C'est vraiment toxique. On peut, lorsque quelqu'un vous regarde mal, lorsque quelqu'un vous parle mal, que ce soit au bureau, que ce soit votre mari, votre ami ou autre, vous pouvez vous sentir attaqué. Et là, commencer à rentrer dans l'auto-envoûtement, penser que cette personne vous vaut du mal, vous diminue, qu'elle est négative pour vous. Qu'elle a le mauvais œil. C'est le mauvais œil, mais c'est l'image du mauvais œil. Et à partir de ce moment-là, vous allez rentrer dans une forme d'auto-envoûtement qui est quand même très toxique, très nocive. Parce que votre propre esprit va s'emballer et va générer une toxicité qui est énorme. Ce côté toxique va ressortir. Ce côté négatif, attaquant. Vous allez le ressentir au fond de vous. La part envoûtement est vraiment quelque chose que l'on subit. Où là, on n'est pas acteur, on est passif. On reçoit. On reçoit des mauvaises énergies, on reçoit des mauvaises ondes. Vous dites, lorsqu'on examine la vie d'une personne qui se dit envoûtée, on trouve toujours un point de départ objectif à son état dont la cause peut être un conflit ouvert avec un proche, un problème de voisinage, un souci avec un collègue, une rivalité commerciale, une mésentente amoureuse. C'est-à-dire que la vie va bien, puis d'un seul coup, il y a des soucis. Tout d'un coup, il y a des soucis qui apparaissent. Il y a une vie qui dérape et il y a une logique qui n'appartient plus à personne. Je fais telle action, au lieu d'avoir des bienfaits, je récolte le contraire. Dans ce cas, on peut commencer à se poser des questions. Donc il y a un petit questionnaire dans votre livre pour que les personnes sachent si c'est de l'obsession, on peut dire aussi, si ça devient obsessionnel ou si c'est plus grave, c'est-à-dire que si ça vient de soi ou si ça vient des autres. Il est très important de faire cette distinction dans tous les cas de figure. Est-ce que l'on est face à ses propres énergies que l'on retourne contre soi, ses propres pensées, ou bien est-ce que vraiment on subit quelque chose d'extérieur? Ça, c'est vraiment la première étude à faire. Et c'est ce que l'on n'est pas toujours à même de faire lorsqu'on subit vraiment quelque chose. Alors, les personnes viennent vous voir, vous les écoutez. Vous essayez de vous les écouter pour savoir quels sont leurs problèmes. Et ensuite, qu'est-ce que vous leur proposez? Je vais déjà dresser un tableau, c'est-à-dire au travers de leurs énergies, voir et leur dire ce qui ne va pas. On va après voir si on est d'accord, on va dire comme ça, sur tous les points. C'est très important, c'est un diagnostic qui va se faire. Ils viennent avec leurs problèmes, je suis capable de leur dire à tel moment, voilà, les choses dérapent ou pas. À partir de là, on va écouter ce que les personnes vivent. Et grâce à une étude un petit peu plus approfondie, j'ai observé si c'est logique, si ça peut être normal, si ça fait partie d'un cycle de la vie, ou bien si vraiment leur cycle est perturbé et qu'ils ne vivent plus ce qu'ils devraient vivre. Oui, vous avez des exemples dans votre livre pour qui c'est quand même assez catastrophique. Dans les gens ne viennent pas oui. vous voir pour rien, quoi. Ils viennent vous voir parce qu'ils ont vraiment besoin de... En général, lorsque l'on vient me voir, c'est toujours le bout du bout, comme je dis. C'est la finalité des choses. On ne voulait pas y croire, mais là, on baisse les bras parce qu'on subit ou on est dans une situation où on a cherché,
on a essayé d'analyser, on a essayé de faire, et on n'y arrive plus. Donc il y a une autre logique. Et pour cette autre logique, je vais être un spécialiste. Le mage va être un spécialiste. Alors, vous parlez d'une responsabilité partagée. Vous dites que la conséquence principale des pensées et des mots et des mots hostiles qui se sont gravés dans la pierre de notre esprit, c'est de nous avoir inculqué le même mode de communication et d'échange avec les autres que celui que nous avons subi et dont nous avons souffert. Ça voudrait dire qu'on ne peut pas communiquer avec les autres avec une autre manière que de ce qu'on a souffert. Qu'est-ce qu'on vous a inculqué dans votre enfance ? Est-ce qu'on vous a inculqué la chance, la réussite, le bonheur ? Est-ce qu'on vous a inculqué l'échec, que vous étiez... ça, c'était pas pour vous. Ça, c'est vraiment pour les autres. Que vous ne seriez pas capable. Que c'est pas à votre portée. Qu'il faut pas rêver, ma fille. Voilà, qu'est-ce qu'on dit ? Pour qui tu te prends ? Pour qui tu te prends ? Ouais, ça c'est une phrase. Et il y a des expressions un peu plus vulgaires. Non, mais on les dira pas. On les dira pas. Bon, on va revenir sur vous. Comment vous en êtes arrivé à devenir mage ? Racontez-nous un peu votre vie. Pourquoi, c'est quand même devenir mage. Ça vous a pris quand vous étiez petit ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ça m'a jamais pris. Vous êtes toujours dedans. Vous êtes né. Je me suis intéressé, si je puis dire, à la magie d'une façon naturelle. Mes grands-parents allaient voir des rebouteux, des magnétiseurs. À l'époque, on se guérissait un petit peu comme ça aussi. Bien qu'on allait voir le médecin également, et il n'y avait pas aucun problème. Mais pour des petits maux ou des petites douleurs, on allait voir facilement le guérisseur. Donc, j'ai toujours accompagné mes grands-parents, mes parents, vers ce genre de personnes. Et c'est là où mon intérêt vraiment pour moi, ce que j'appelle cette science, est né. C'est-à-dire que vos parents ont été consultés un magnétiseur et vous ont emmené, c'est ça, et vous avez... Mes grands-parents, j'ai accompagné à plusieurs reprises mes grands-parents voir des magnétiseurs, des rebouteux. J'ai vu des choses assez exceptionnelles. Comme quoi, par exemple ? Comme mon grand-père rentrait un jour dans un cabinet et avec un kyste sur le cou et ressorti sans le kyste. Lorsque vous avez 6, 7, 8 ans, c'est assez exceptionnel, oui. Alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Vous vous êtes dit, j'aimerais bien faire ce métier, parce que c'est pas la même chose. Non, je me suis pas dit tout ça. J'ai observé dans le silence et le respect. Ça m'intriguait. On est intrigué par quelque chose. Comme j'avais la chance d'avoir un oncle qui également soignait le feu, c'est-à-dire soufflait le feu, on venait le voir de temps à autre lorsque on s'était brûlé. Il avait une façon de faire où il soufflait en disant une prière qu'on n'entendait pas, mais qui était là. Et les gens avaient plus de souffrance. Il vous a pas donné ce don ? Si, je l'ai reçu, bon. Bien des années après. Mais lorsqu'on est enfant, on est intrigué par tout cela. Et lorsque j'étais tout jeune, tout gamin, que les conversations des parents, des grands-parents, de l'oncle, de la tante, portaient sur tous ces sujets, je me faisais tout petit pour qu'on ne me dise pas « gamin, sors de la table ». Donc je restais là, j'écoutais. J'écoutais avec attention, avec intérêt. Au fond de moi, il y avait quelque chose qui me parlait, comme si on m'avait parlé du Père Noël, de quelque chose qui est invisible, mais qui existe. Donc oui, j'étais intrigué. D'accord, mais bon, ça c'était quand vous étiez enfant, mais à quel moment vous avez fait le pas ? Parce que je veux dire, le pas, je l'ai fait lorsque j'ai sauté d'un toit, j'étais en vacances chez mes grands-parents, j'ai sauté d'un toit, comme tous les enfants ont fait. Moi, j'ai jamais sauté d'un toit. Des imbécilités, oui. Moi, j'ai toujours été un peu casse-cou. Et je me suis démis un muscle sur le pied, parce que je suis tombé sur une pierre. Donc, dans la journée, le pied a vraiment gonflé. Et le soir, ma grand-mère m'a emmené voir un rebouteux. Et lorsque je l'ai vu faire sur mon pied, je l'ai regardé et je lui ai posé les questions qu'il fallait. J'avais tellement entendu de choses que... À savoir...
Je me souviens plus, parce qu'il y a très longtemps, mais je lui ai posé les questions qui lui ont montré que j'avais un intérêt pour ce qu'il faisait. Et que je m'intéressais à ce qu'il faisait. J'étais un enfant intrigué, dans le bon sens. Et ça, c'est quelqu'un que j'ai revu par la suite. Oui, il vous a appris le métier un peu, non? Il m'a appris. Il m'a transmis des choses parce que je lui posais les bonnes questions. C'est ce qu'il me disait. Il m'a permis d'assister à des consultations qu'il faisait, de regarder comment il faisait, et après de poser les questions. Parce que pour lui, je posais les bonnes questions. Donc on ne m'a pas appris tout de suite. J'ai eu le droit au silence, à l'observation. Comme tout apprenti. Et après, par la suite, à effectivement pratiquer, mais après avoir reçu quelque chose. Alors vous aviez quel âge quand vous avez commencé à pratiquer tout seul comme un grand? Ah non, tout seul comme un grand, j'ai eu quelques petites expériences vers 15, 16, 17 ans sur des copains, des copines qui se faisaient du bobo, qui étaient mal tombés ou qui avaient une petite brûlure ou quelque chose. Mais ça a vraiment débuté à partir de 17, 18 ans. Où là, on me connaissait déjà un petit peu plus et on venait me voir. Déjà, on venait me voir pour un tas de problèmes. J'ai toujours été quelqu'un vers qui on venait pour raconter ses problèmes. Et cette capacité d'écoute, même très jeune, et d'aide. Oui, mais entre rafistoler... je faisais pas tout. Non, voilà. Je faisais pas tout à cette époque-là. Vous faisiez pas ce que... J'écoutais, mais je ne pouvais pas tout faire. Alors, après, d'où vous est venu le fait de délivrer les gens d'entités, d'esprits, d'auto-envoûtement? Ça, c'est venu plus tard. C'est venu plus tard parce que mon parcours m'a amené à rencontrer beaucoup de personnes qui pratiquaient. Et comme c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, j'ai cherché à rencontrer. Dès que j'avais la possibilité de rencontrer le rebouteux, le magnétiseur, le sorcier, le mage, on n'en parlait pas. Non, on parle surtout des sorciers. On parlait des sorciers. Qu'on n'est pas censé connaître, d'ailleurs. Oui, mais on les rencontrait malgré tout. Et j'ai toujours eu une grande facilité à rencontrer toutes ces personnes avec qui j'ai eu beaucoup d'échanges et qui m'ont beaucoup appris et avec qui j'échangeais aussi, au bout d'un moment, certaines choses que j'avais appris ailleurs. D'accord, on va faire une petite pause musicale et on va voir un peu... Après, d'où vous vient tout ce savoir qui se trouve dans vos livres? Est-ce qu'il y en a du savoir? Voilà, nous retrouvons un peu tout à l'heure Lisa Gérard pour la deuxième pause musicale. Mais pour l'instant, nous sommes encore et toujours dans cette émission de la du miroir avec Patrick Guérin. Nous parlons de se délivrer des sortilèges et de la fatalité. Un petit livre sur les charmes et les rituels pour pouvoir se sentir mieux. Alors, on en était au moment où finalement, Patrick Guérin, vous avez rencontré
ce vieux monsieur qui vous a rebooté et qui vous a appris le métier. Mais pour en arriver à écrire un livre comme vous en avez écrit un, avec tous ces charmes, avec toutes ces formules, avec toutes ces dessins, comment on appelle ça, des dessins. Ces pentacles. Ces pentacles. Oui. Pentacle, c'est un pentacle, hein, on dit bien. Pentacle, oui. Parce qu'il y a plein de gens qui disent une, donc c'est non, un pentacle. Toutes ces formules magiques, j'appelle ça un grimoire. Tout ça, vous l'avez appris? Comment c'est arrivé comme ça pour en faire un livre? Est-ce que vous l'avez trouvé vous-même dans d'anciens grimoires ou... Alors j'ai eu la chance de rencontrer énormément de personnes, car lorsque vous connaissez un tel, il vous donne l'adresse d'un autre. J'ai eu la chance aussi d'avoir, pendant une période de ma vie, voyagé un petit peu partout en France, et puis également dans les pays autour de la France. Et de pouvoir rencontrer ces personnes de secret. Chacun avec ses méthodes, avec ses façons de faire, avec ses connaissances. Avec ses formules magiques. Ses formules magiques. Et lorsqu'on a soi-même quelque chose à partager, alors il n'y a plus de secret. Mais comment ça se fait qu'on n'a plus de secret dans nos années 2000 C'est-à-dire que ce qui était caché avant devient la vérité, tout le monde peut s'en servir. Non, il y a toujours une bouche et une oreille. Ça a été la règle pendant tous les siècles passés. Aujourd'hui, il n'y a plus cette bouche et cette oreille. Il faut transmettre autrement. Et si je suis là aujourd'hui, si j'ai accepté cette émission, c'est aussi pour transmettre. Tout ce savoir n'est pas perdu. On peut, au travers de livres, on peut, au travers d'émissions comme la vôtre, transmettre ce savoir qui a tendance à se perdre autrement. J'ai eu la chance, personnellement, de rencontrer toutes ces personnes qui n'avaient pas gardé d'écrits. Ils avaient gardé de petits calepins, écrits à la main, qui étaient leurs petits grimoires, avec des recettes qui touchaient leur spécialité. Mais de savoir aussi étendu, non, il faut rencontrer beaucoup plus de personnes. Et là, il faut demander d'aller vers les autres et d'avoir une entrée en matière. Et donc ce savoir, ces personnes le prenaient d'autres déjà. C'est un savoir oral qui se perpétuait de... C'est une bouche à oreille. Vous écrivez à un moment dans votre livre que ça pourrait sembler, pour ceux qui nous écoutent, vous écrivez justement à la page 191, on aurait pu penser que dans une société soi-disant plus évoluée, plus moderne, ces pratiques courantes au Moyen-Âge auraient disparu. Il n'en est rien, bien au contraire, car il arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense que certains veuillent nuire à d'autres et qu'ils aient vraiment l'intention de leur faire du mal. L'envie de prendre possession ou de nuire, le désir agressif d'ôter quelque chose à l'autre ou de perturber son bien-être et sa réussite sont très courants. Cette volonté affirmée de voir l'autre souffrir ou ce plaisir de le savoir en difficulté reflète un problème de société. Ils croissent partout où la jalousie et l'envie s'expriment. Et le désir de nuisance peut être si puissant que la personne concernée n'hésite pas à mettre en place un rituel pour martyriser l'autre. D'ailleurs, on a beaucoup dans nos boîtes aux lettres, ou alors sur les journaux, des marabouts. Vous savez, il y a un foisonnement de marabouts. Moi, je n'associe pas le marabout comme un malfaisant. Il a sa fonction. Et il a ses rituels qui sont aussi porteurs de réussite, et d'accompagnement et de protection. Dans sa culture, on a, nous, une culture un petit peu différente et des rituels qui sont codifiés et différents. Ce qui n'en reste pas moins, c'est pour une certaine catégorie de personnes, cette facilité à la nuisance, à la critique, à la méchanceté. Et oui, comme je le dis dans mon livre, malgré le progrès, on pourrait penser que tout ça, c'est obsolète et que c'est du temps passé. Mais notre esprit, l'esprit humain fonctionne comme ça. La jalousie existe. La pensée négative du style « celui-ci ou celle-ci a tout ça et le mérite pas » ou « j'aimerais qu'elle tombe ou qu'il tombe », etc. C'est quelque chose de très présent. Les pensées hostiles dont vous parlez dans votre livre,
qui sont des pensées qui peuvent être aussi des pensées de groupe. Ça se passe beaucoup aussi. Vous donnez beaucoup d'exemples dans votre livre. Je me rappelle de cette histoire de cette femme dans une entreprise où ils avaient pris quelqu'un un petit peu comme un bouc émissaire et tout le monde se moquait d'elle, un peu comme... et cette fille dont tout le monde se moquait d'elle a fini par partir. Mais ce phénomène de bouc émissaire est très courant. Beaucoup de gens rencontrent ce genre de problème de mise à l'écart. Oui, ou de moquerie sur une personne. Et vraiment, ce sont des drames personnels, mais qui sont profonds. Et là, on peut parler pratiquement d'égrégore négatif. J'en parle dans mon livre également. Oui, il faut rappeler ce que c'est qu'un égrégore. C'est cette communion de pensée qui allie plusieurs personnes contre ou pour créer quelque chose. Voilà, il y a des égrégores politiques, des égrégores associatifs, des égrégores c'est de une religion, concentration de pensée. De pensée dans le même sens. Dans le même sens, pour envoyer dans un sens ou dans un autre, mais dans un sens. Et donc diriger. Et donc envoûter, parce qu'on parle à ce moment-là d'envoûtement. L'égrégore va servir à envoûter, comme à endormir une autre partie de personne ou une personne. Donc pour revenir sur l'image de cette jeune femme là, donc qui vient vous consulter parce qu'après elle se sent coupable finalement d'avoir participé parce qu'elle n'osait pas dire non au reste du groupe, de peur d'être écartée et d'être aussi à la risée, à la moquerie du reste. Donc elle voit que cette fille s'en va de son travail, elle en est très embêtée ensuite et parce que voilà, des fois on est malgré soi pris dans la folie des autres. Dans un engrenage où on ne peut pas sortir. Mais ça, c'est le jeu, justement, de cet envoûtement collectif qui fait que vous sentez cette force, cette puissance, et vous n'arrivez pas à vous en délivrer. C'est ce qui se passe un peu quand on est dans la foule aussi, quelquefois. Hein. Vous suivez le courant, quelque part. Et c'est la force du courant, qu'il soit positif ou négatif, qui, dans certains cas, va vous emmener dans ce que vous ne voulez pas. Et contre vous, vous allez assister et vous n'allez pas oser dire parce que vous vous sentez inférieur, parce que vous avez en minorité, peur et vous avez peur de... Voilà. Et vous n'allez pas bouger. Donc vous faites souffrir aussi, vous mettez dans la douleur une personne pour éviter de souffrir à votre place. C'est ce qui se passait pour cette jeune femme, hein, qui finalement, après, a travaillé sur elle et a été travailler sur l'autre personne. Combien de gens ferment les yeux sur ce qu'ils voient ou sur ce qu'ils ressentent? Ça, c'est important. Quand on se sent pas bien avec quelqu'un, par exemple, ou quand on se sent pas bien dans un endroit. Lorsqu'on se sent pas bien, ou lorsqu'on voit les manipulations qui sont faites sur un tiers, sur une collègue de bureau, et qu'on dit rien. Est-ce que l'on participe en disant rien? Ça, c'est une question. Et est-ce qu'on a le courage de servir de bouclier et d'aller aider l'autre? C'est pas toujours évident parce qu'il y a un tel problème de travail qu'elle avait peur de perdre son boulot, cette femme. Donc elle préférait se taire alors qu'elle était quand même un peu consciente de ce qui se passait. Mais elle préférait se taire, peut-être pas par manque de courage, mais parce qu'elle avait peur, tout simplement. Oui, mais là, qui dit peur, dit manque aussi de courage. Et là, il y a une réaction que l'on ne peut pas juger. On ne peut pas se mettre à la place de la personne. Il y a une réaction. Chacun a la sienne. Ce qui est sûr, c'est que on va réagir d'une façon forte à une injustice ou à un complot, à une trahison, à de la manipulation, à des attaques. On va y réagir soit en tant que passif ou vraiment en tant que défenseur. Mais ça fait partie du capital d'énergie que l'on a. Si on a suffisamment d'énergie, on peut en donner à l'autre, on peut en transmettre, on peut prendre l'autre sous son aile et on peut se battre avec. Si on n'a pas, alors on se protège. Mais c'est même pas qu'une question d'énergie, c'est aussi une question de... C'est pas une question d'énergie physique, c'est une question d'énergie psychique aussi. C'est-à-dire qu'on sait très bien que si on se met d'un côté l'énergie avec celui qui est déjà en train d'en prendre plein la tête, on va avoir beaucoup de mal
voilà, on fait un mauvais choix, enfin voilà, qui ne dit rien finalement qu'on sent. Il y a une énergie qui est physique et psychique. Parce que vivre en voyant quelqu'un à côté de soi, vivre mal et subir, c'est aussi un épuisement. C'est la société dans laquelle on vit tous les jours. Hein. Il n'est pas toujours facile, il n'est pas toujours aisé de prendre position. Mais de voir et de ne rien dire, c'est aussi épuisant, mais peut-être moins risqué, effectivement. Voilà, je dis pas le contraire. Elle a gardé son boulot. Bon, enfin, vous l'avez beaucoup aidé. Alors, il y a ces pensées hostiles, donc, qui sont importantes de rappeler qu'on peut tous nous-mêmes émettre... on peut tous nous-mêmes émettre des pensées hostiles, même si on n'en a pas vraiment conscience. C'est-à-dire qu'on est tous potentiellement... Lorsqu'on est en colère après un tel, ou où on est face à une situation qui nous déplaît, on peut envoyer des pensées hostiles. Mais celles-ci vont partir dans le vent, car elles ne sont pas maintenues. Seules les pensées hostiles maintenues vont vraiment s'accumuler et former une masse vraiment négative. Alors vous écrivez qu'une des façons de faire cesser la malfaisance dirigée contre nous est d'en détourner le flux vers une autre victime. Rassurez-vous, vous ne ferez pas de mal à personne. Ainsi, l'envoûteur pense que sa magie est toujours active et n'essaie pas de lancer un nouveau sort. Ça, c'est dans le cas où c'est quelqu'un qui nous envoûte et que c'est pas un auto-envoûtement. Donc, pour se détourner de l'envoûtement, il faut diriger le flux vers une autre victime. Et ça, vous l'expliquez dans votre livre. Hein. Oui, vers un leurre. Vers pas un tiers, mais vers un leurre. L'adagir, comme vous dites. L'adagide. L'agide. L'adagide va prendre, c'est un leurre. Donc, elle va épuiser le mal. Mais dans certaines pratiques, on peut utiliser également une plante qui va absorber. Qui va mourir. Qui va mourir. Oui, mais ça m'embête un peu. Je préfère encore que ce soit de la cire, puisque l'adagide, c'est là, une statuette. on voit lorsqu'on fait ce genre de pratique, on voit clairement que les ondes négatives ont une puissance. Et si vous prenez 2 plantes et que vous en choisissez une pour diriger, en posant vos mains au-dessus, la négativité que vous recevez, vous verrez que cette plante va vraiment ternir et vraiment diminuer et mourir. Donc, de par ce côté toxique de la négativité qui vous est envoyée. Alors là, cette dagide, donc, est une statuette en cire. Enfin, bon, vous expliquez tout dans votre livre. Vous la mettez au pied d'un arbre, on l'enterre ensuite au pied d'un arbre. Pourquoi pas les résineux? Pourquoi vous dites pas d'éviter d'enterrer ça au pied d'un résineux? Le chêne est le meilleur vecteur. Il va capter et il va envoyer dans la terre. Il va pas mourir. Il va pas mourir. Tandis que il le va résineux, évacuer. oui. Le résineux, oui. Il va est beaucoup mourir. plus fragile. Et là, vous pouvez l'atteindre. Et si lui meurt, le sort remonte. Si le résineux meurt, le sort remonte. Oui, parce que le sort a vaincu le résineux. Ah, mais je comprends mieux. C'est-à-dire que finalement, vous ne tuez pas l'arbre. Tu parles l'arbre. Bon, bah, ça me rassure, parce que je me disais, j'aime pas qu'on tue ni les bêtes. Ah, non. Voilà, le chêne qui est très enraciné, qui a toute une force. D'accord. C'est plus pour protéger, Il va absorber le mal, l'évacuer, de par des racines très fortes et profondes. Il va l'emmener dans la terre, tandis que si l'arbre meurt, ça remonte. Ça remonte et le sort vous revient. D'accord. Il n'est pas annulé. D'accord, mais ça c'est pas écrit dans le livre. Hein. Enfin, c'était pas expliqué à ce niveau-là. Je pensais simplement que ça allait tuer l'arbre et que le fait de tuer l'arbre, ça tuait le sort. Ce n'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. C'est plutôt une autre histoire. Alors, donc il y a tout un tas de recettes. Hein. Alors, j'aimerais bien que vous nous parliez des charmes. Vous avez écrit tout un livre sur les charmes, mais là il y en a un petit passage dans votre livre. C'est quoi les charmes? Les charmes un arbre aussi, mais là on ne parle pas d'un arbre. Les charmes sont une ancienne pratique qui tiennent à l'enchantement, à cette pensée positive de charmer l'autre, de charmer les sorts, de charmer sa vie, donc de l'enchanter d'une certaine façon.
Le charme, il est porteur de nos souhaits. Souhait de protection, souhait de réussite, souhait de bonheur, souhait d'amour. Donc c'est une pensée magique. Une pensée magique, oui, que l'on va accompagner d'un pentacle, d'un support, pour renforcer notre demande. Donc c'est une mise en action de notre volonté, mais surtout, c'est un élément qui va porter nos souhaits. C'est tout gentil, ça. Gentil et puissant. Gentil et puissant. Gentil et puissant parce que ça demande beaucoup de pratique et beaucoup de concentration. Il n'est pas facile d'écrire, de prendre une feuille et de dire « je veux ça ». Le plus important, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on veut. C'est surtout ça. On ne sait pas ce qu'on veut. Oui. Il faut le vouloir précisément. Pour que le charme soit efficace, il faut savoir l'écrire. Et donc, connaître exactement ce que l'on souhaite, savoir toutes les phases par lesquelles un charme va se mettre en place. Je prends un exemple. Si vous désirez travailler dans une banque, il vous faut avant, pour faire un charme dans ce sens, il vous faut penser que vous allez être reçu en entretien. Il faut que cet entretien soit positif. Et il faut après que vous passiez un autre échelon avant qu'on vous propose un poste. Si c'est juste « je veux travailler là », votre charme n'a aucune efficacité. Parce qu'il a passé par-dessus tout un tas de chemins logiques et de barrières. Je veux un entretien avec cette banque. Donc voilà, si vous formulez le charme en disant « je vais répondre »,« je veux être reçu à l'examen, à l'entretien »,« je veux qu'il se passe bien »,« je veux la suite », pour finir travailler dans cet endroit, oui. C'est-à-dire qu'on va charmer et accompagner, c'est un accompagnement, toute la suite logique de ce qui va se passer. Parce que la magie, et il ne faut pas l'oublier, se reporte sur chaque action que l'on fait. Il n'y a pas d'illogique, il n'y a pas on n'est pas transporté d'un endroit à un autre. On n'est pas dans l'échec ou dans la réussite. Il y a une suite logique dans ce que l'on va faire. Et des chemins. D'accompagnement, chemin, et chaque chemin va être accompagné. Donc il doit être mentionné. À la limite, on peut faire un charme pour être reçu, comme un charme pour que ça se passe bien, et un charme pour aller plus loin, et un charme pour intégrer. Est-ce que le charme, il met longtemps à se réaliser ? Non. Si on sait le mettre en place, non. Non, pas du tout. D'accord, donc on a parlé de ces... Le charme est une magie positive de réussite. En aucun cas, on peut faire du mal avec du charme. C'est pour ça que j'aime bien les charmes. C'est entièrement positif. D'ailleurs, quand une femme est belle, on lui dit « vous êtes charmante », c'est qu'elle a jeté un charme. C'est le même mot, finalement. Oui, c'est l'enchantement, c'est le charme. Elle diffuse des énergies qui vont envoûter aussi. Parce qu'il y a une notion d'envoûtement dans le charme. Bon, on va revenir sur l'envoûtement. Attention, vous me parlez. Pour ceux qui voudraient intervenir sur l'antenne, à partir de 22h, si vous voulez, si vous avez une question à poser à Patrick Guérin, qui est mage, c'est le 01 34 12 12 22. On va faire juste une petite minute de pause et après on retournera sur l'envoûtement.
Voilà, donc c'était Lisa Gérard. Alors, Patrick Guérin, mage, dans cette émission Au-delà du miroir, le diagnostic qui se trouve à la page 149, qui doit se mettre en place avant un rituel, c'est des questions auxquelles vous devez répondre, vous, lecteurs de ce livre, et qui vont déterminer si c'est un auto-envoûtement, si votre blocage vient de l'extérieur, ou si s'il s'agit probablement de pensées négatives émanant de l'égrégore familial qui vous bloque. Et on va s'arrêter un peu sur cet égrégore familial. Vous dites que la malédiction, quand elle peut agir à travers le temps, sur plusieurs générations, et elle peut aussi empoisonner la vie d'une lignée, c'est ainsi que les descendants payent parfois durement pour les fautes de leurs ascendants. Même si l'envoûteur est mort depuis très longtemps, l'envoûtement continue. Oui, exactement. Dans le cadre d'envoûtements familiaux, on va avoir... je donne un exemple. Les femmes de certaines familles vont rater leur mariage, arriver à un certain âge, et j'ai vu ça assez fréquemment, à 40, à 50, à un âge précis, toutes vont pratiquement divorcer ou perdre leur époux. De mère en fille. Alors, de fille en... c'est pas... Oui, et les sœurs également. C'est-à-dire, c'est pas une, c'est toutes les femmes d'une même famille. Comme il en va de même pour les hommes qui peuvent avoir la même chose. Ils vont changer de femme sans arrêt, ils n'arriveront pas à en garder une. Voilà, arrivé à un moment donné, ils ont les mêmes signaux et les mêmes échecs. La même solitude qui se met en place. Et là, on peut parler d'envoûtement familial, de malédiction qui poursuit. Parce qu'il n'y a aucune logique, il n'y a rien qui va expliquer. Ok, on s'entend plus, on se sépare, oui, mais on arrive dans le même timing. Oui, c'est comme si on était programmé depuis l'enfance. Oui, tous les hommes, de toute façon, c'est tous les mêmes. Tu peux pas avoir confiance en eux. Voilà, c'est des phrases qu'on a reçues aussi. Oui, mais lorsque la mère, la grand-mère a été dans ce même cas, ce même schéma, là, on peut se poser d'autres questions. Parce que là, c'est une cassette. C'est le disque que l'on se remet et qui, au moment de la rupture, se met en place. C'est quelque chose que l'on subit. Le sachant, est-ce que notre subconscient ne provoque pas quelque chose? Peut-être. Dans tous les cas de figure, le résultat, il est là. D'accord. Donc, vous dites aussi... il faudrait que la réponse soit assez rapide et puissante, car le temps joue en notre défaveur. En effet, plus un sort est ancien, plus il fait de dégâts dans votre vie, et plus il est difficile à contrer. C'est-à-dire justement un sort qui aurait été jeté dans la famille... depuis, vous parlez... Lorsqu'un sort est dans une famille, qu'il remonte à plusieurs générations, il faut savoir le couper. Il faut arrêter le malheur à un moment donné. Et là, il faut savoir y répondre. Car plus on va attendre, et plus ce sort va se reporter sur nos descendants. Plus on va contaminer, si on a des enfants, plus on va contaminer nos enfants. Donc pour stopper le sort, lorsqu'on prend conscience de ça, oui, il faut agir vite. Parce qu'il y a un moment où on a conscience et où on peut lutter, et il y a un moment donné où on ne luttera plus, on va subir. Et on se dira, j'aurais dû faire. Je le savais, j'aurais dû faire. Et ça, combien de fois je l'ai entendu? C'est vraiment quelque chose qui revient très souvent. Alors justement, vous parlez de cette la chance perdue de Léopold. Hein, c'est un des exemples de votre livre. Il dit qu'il vient vous voir parce qu'on m'a volé ma chance.
depuis ma vie est un enfer. Tout ce que je touche tourne à l'échec. Tout ce que j'essaie de faire échoue. Je n'arrive même plus à faire vivre ma famille correctement. Et il dit aussi, c'est une pratique courante sur mon île. On prend la chance de quelqu'un et on l'enterre dans un cimetière. C'est cette façon de dire qu'on lui a volé sa chance. Oui, c'est dans certaines pratiques, on va condamner quelqu'un pour puiser ses énergies et donc condamner sa chance, c'est-à-dire lui enlever toute vie. Ça existe depuis la nuit des temps. On redécouvre des pratiques comme celle-ci, mais elles existent depuis la nuit des temps. Et lorsqu'on est victime de quelque chose comme ça, on se sent étouffé, complètement perdu. On ne peut réagir à rien puisque tout ce que l'on entreprend tourne à l'échec. Et on a le sentiment qu'une part de nous-mêmes est ailleurs. Et effectivement, dans ces pratiques anciennes, on disait on enterre la chance d'un tel. C'est-à-dire qu'on lui prend sa chance pour en bénéficier soi-même. Ce sont des anciennes pratiques, mais qui ont toujours lieu. Ça peut faire peur. Donc pour conjurer un sort dont vous ne connaissez pas l'auteur, parce que des fois on ne peut pas savoir, surtout si c'est... Dans certains cas, on ne connaît pas l'auteur. Un contresort est nécessaire qui implique la fabrication d'un double de l'envoûté, cette fameuse... Cette fameuse statuette, cette fameuse dagite qui va épuiser la source du mal. Qui va le prendre à sa place, ouais. Capter à sa place et épuiser le mal. Donc important de... Il y avait cette histoire aussi... Ce qu'on disait avant de commencer l'émission, c'est que, à la rigueur, au départ, vous n'y croyez pas tout à fait à toutes ces choses-là, mais vous êtes arrivé... J'ai toujours gardé les pieds sur terre, donc j'ai toujours essayé de regarder ça lucidement. Mais vous êtes arrivé dans la maison hantée de Bernadette et de Jean-Paul, et là, vous avez bien été obligé d'y croire. Vous pouvez nous raconter cette histoire? Non, je laisse au lecteur le choix de lire ça. Il faut qu'ils découvrent par eux-mêmes. Mais oui, et j'ai eu la chance de vivre beaucoup d'expériences comme ça, où j'ai pu acquérir cette conviction que la part d'invisible dans notre vie est beaucoup plus importante que tout ce que l'on peut penser. Il n'y a pas de choses qui arrivent et qui ne soient pas liées à l'invisible. Après, il y a ce qui est souhaité, ce qui ne l'est pas. Et dans tous les cas, il y a une forme autour de nous qui va s'exprimer négativement ou positivement, comme la chance. La chance est aussi un envoûtement positif. Là, on parle des négatifs, mais la chance est un envoûtement positif. Il y a les vrais chanceux, comme il y a les vrais malchanceux. D'accord. Donc là, vous avez été quand même obligé vraiment d'y croire. On assiste des fois à des manifestations qui dépassent l'entendement, la logique, le raisonnement. Donc là, on peut vraiment se poser des questions. Mais ça, il faut le vivre pour soi, pas par soi-même. On peut parler alors des objets qui peuvent déranger, des objets qui... Il n'y a pas que les personnes qui sont porteuses de négativité, mais parfois les objets. Les objets, oui, que l'on peut ramener de voyage, comme les objets qui sont transmis de génération en génération et qui sont des vecteurs de malédiction et de malchance. La bague qu'a portée la grand-mère, etc., s'accumule de toutes ses émotions, de tout ce qu'elle a vécu, de tous les drames, de toute une part de sa vie, donc d'une part d'énergie, et aussi de ce qu'elle a pu subir elle-même comme jalousie, comme méchanceté. Et lorsqu'on prend certains objets, s'ils n'ont pas été déchargés et qu'on n'a pas la force de les porter, alors ils peuvent se retourner contre nous. Les bijoux aussi. Bijoux, je parle de la bague, et la bague est un des vecteurs premiers, parce qu'il se met au doigt et tellement proche de nous qu'on quitte rarement une bague, par la nuit éventuellement, que cet objet, ce bijou, cet objet va porter en lui-même le malheur. Et comme on y attache un lien émotionnel très étroit, eh bien on va renforcer
ce pouvoir enregistré. Est-ce que ça peut pas porter bonheur aussi? Alors, il y a les objets de malheur, il y a les objets de bonheur. Il y a les vrais porte-bonheur que l'on se transmet de génération en génération. On arrive sur l'envoûtement, donc ce véritable envoûtement. Vous dites qu'en général, lorsqu'on parle d'envoûtement entre amis, c'est que la conversation tourne autour d'une histoire amoureuse. C'est un peu comme le charme, on est enchanté, pas ensorcelé, mais on est charmé, quoi. Car il est vrai qu'un grand amour, un amour fou, semble animé d'une force surnaturelle et peut, dans ce sens, s'assimiler à une relation magique. On dit qu'on est envoûté par l'autre. C'est quelque chose qui se dit facilement. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, on est fasciné, on est envoûté par l'autre. C'est un terme qui existe, qui se dit tous les jours. Mais derrière cette notion d'envoûtement, l'autre peut vous envoyer aussi toutes ses pensées, puisque vous avez laissé la porte ouverte. Donc toute pensée amoureuse, affectueuse, mais aussi des pensées de manipulation. C'est-à-dire qu'on peut, dans un moment comme ça, semer une graine en vous qu'on va révéler à un autre moment et qui vous fragilisera. Vous êtes hyper réceptif à ce moment-là. Vous êtes sous l'envoûtement de quelqu'un qui vous charme. Et les grands charmeurs. Vous savez, c'est devant les magasins, ceux qui vous vendent, les démonstrateurs là, qui vous vendent des choses complètement inutiles qu'on achète, on ne sait pas pourquoi, qu'on met dans ses placards, des ustensiles de cuisine, n'importe quoi. Les baratineurs, enfin, c'est le charme de la voix. C'est vraiment, tout passe par le regard, la voix, la captation. On capte l'autre. On est totalement dans l'envoûtement. Et on achète. D'ailleurs, la publicité, c'est de l'envoûtement. Hein. Bien sûr. Il y a même dans votre livre une recette pour éviter de se laisser piéger par les écrans publicitaires. Hein, on est d'accord? On est d'accord. D'accord. Alors, parce que c'est une captation. L'image est une captation. Donc, on va vous imposer de par l'image. Une grande revue avait dit le poids des mots et le choc des photos. Oui, parce qu'une image peut émotionnellement capter votre attention, mais aussi vous manipuler. Alors, en ce qui concerne l'envoûtement, vous dites aussi, bien sûr, tout le monde ne connaît pas ces rituels de nuisance, mais il est assez facile de trouver quelqu'un qui accepte de les pratiquer. C'est ce que je vous demandais au départ. Est-ce que il y a le même genre de livre pour faire du mal que pour retirer le mal, hein, vous m'avez donné la réponse, puisque si vous avez fait un autre livre qui dit comment on a été ensorcelé, on peut peut-être passer à l'acte. Donc bon, non, dans ce livre, je dis comment, pour expliquer ce qui se passe et comment on peut se défaire de telle ou telle manipulation. Mais si il est important de oui. comprendre, dans certains cas, comment on a pu se faire attraper par l'envoûtement, le mauvais œil, pour pouvoir mieux s'en libérer. En comprenant comment l'action a pu se faire, on est beaucoup plus apte à s'en libérer. C'est pas pour dévoiler des secrets et donner la possibilité à certains de faire du mal, c'est plus pour donner la possibilité à des personnes qui subissent de mieux savoir ce qu'ils subissent, comprendre pourquoi ils subissent, oui, et comment mieux s'en ça libérer. Marche, comment ça marche, c'est important. Ce qu'on leur a fait, finalement. Ce qu'on leur a fait. Bon, mais vous dites aussi... Et pourquoi un tiers a pu leur faire? Parce que, à force de consulter, la question qui revient toujours et souvent, très souvent, c'est comment on a pu me faire ça? Ah oui, c'est ça. Comment on a pu m'atteindre? Moi, on ne va pas m'atteindre. Comment? Pourquoi? Avec quoi? Donc, si on ne comprend pas le rituel, on peut ne pas s'en sortir. Oui, parce qu'on ne veut pas y croire. Alors, vous dites aussi qu'il est plus facile de casser que de recoller les morceaux. Vous dites que le coup de couteau du voyou blesse plus facilement que le bistouri du chirurgien ne répare la blessure. C'est-à-dire qu'il est plus facile de faire du mal que de s'en débarrasser. Oui, exactement, oui. Ça fait malheureusement, oui, mais la magie s'appuie sur une logique. Vous pouvez facilement prendre une assiette, la laisser tomber par terre. Elle est cassée. Elle est cassée.
C'est un acte négatif. Pour la recoller, c'est plus long. Allez chercher les morceaux, recollez-la. Voilà. Lorsque vous êtes victime de quelque chose, il faut du temps pour se reconstruire. C'est pas je fais un rituel et puis voilà. Ça prend du temps. Et puis il y a le temps de la réparation en elle-même. Et il y a le temps de la reconstruction, ce que les gens oublient souvent. C'est une fois que j'ai soigné la blessure, il faut se reconstruire. Ça fait partie de la convalescence, Il y a toute une démarche, tout ce qu'on vous a empêché de faire pendant le temps où vous étiez blessé, il va falloir non seulement réparer la blessure, mais la cicatriser et après réapprendre à vivre avec cette blessure. Et retrouver l'énergie que vous aviez avant. Voilà, c'est retrouver sa force et son pouvoir. Il y a aussi quelque chose qui m'embêtait beaucoup dans toutes ces histoires d'envoûtement, de contre-envoûtement et de se débarrasser de tout ça, c'était de renvoyer le sort à l'envoyeur, comme si on devenait nous-mêmes quelqu'un de négatif. Voilà, c'est comme si on rendait la claque. C'était ça qui me gênait le plus dans tous ces livres-là. Dans la mesure où on connaît l'envoûteur, où on sait vraiment, mais est-ce qu'on peut vraiment connaître d'où vient le sort ? Dans la majorité des cas, lorsqu'on en arrive à des situations extrêmes, on connaît. Renvoyer le sort n'est pas implicitement faire du mal directement. C'est on m'envoie une balle, je la renvoie. Ben oui, mais ça c'est pas dans les Écritures. On n'est pas dans les Écritures. La magie, elle est bien antérieure aux Écritures. C'est pas tu me fais du mal, je te retourne ton mal. Je le refuse. Si on le prend sous cet angle de refus du mal, on renvoie à l'envoyeur. Mais oui, mais on le renvoie, c'est-à-dire que quelque part, on continue à l'alimenter. Alors vous tendez l'autre joue. Mais bon, vous ne serez jamais libéré pour autant. Et tendre l'autre joue, dans certains cas, n'a jamais... Si ça peut épuiser le mal, si le méchant peut être content avec ça, vous allez prendre quelques claques et puis... si on le met dans l'adagide là, et qu'on la met dans la terre et que la terre, elle s'en occupe, ça me semble une bonne solution. Parce que dans la mesure où... Mais il est dit quand même aussi que quelque part, ce n'est pas perdu et que ça retournera à l'envoyeur. Tout le monde le sait, hein, quand on a... C'est pour ça que je vous disais qu'il lui fallait du courage à celui qui a envoyé un sort non. Il y a des gens qui font du mal et qui n'ont pas cet état de conscience. Et ça, on le voit tous les jours dans nos informations, dans nos journaux. Il y a des gens qui font volontairement le mal et qui n'ont aucun remords. Cette notion de retour, de choc en retour, n'intervient que si on a une sensibilité, qu'on a des remords. Si on n'en a pas, le retour, il glisse sur nous et on n'a absolument rien. Donc c'est encore pire ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de solution pour que la personne devienne un peu moins noire, un peu moins négative, un peu moins nocive. Rares sont les gens qui ont ce degré de méchanceté, on va dire, mais il y en a. Il y en a qui sont connus. Il n'y a qu'à ouvrir le journal et on en voit qui ont commis les pires atrocités et qui sont debout, qui regardent tout le monde. Et voilà, point. Et alors ? Eh bien là, renvoyer le mal ne servira à rien puisque le mal glissera sur eux et tombera au sol, point. Mais ça, malgré tout, c'est très 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 peu de personnes. Ok, si vous voulez intervenir et demander des questions à Patrick Guérin qui est là, si vous avez des questions à poser au même titre que je les pose moi-même, vous serez les bienvenus, c'est le 01 34 12 12 22. Je mets, disons, 2-3 minutes de pause musicale, vous pouvez même les demander hors antenne pour les plus pas paresseux, mais les plus timides.
reprendre tout de suite la personne qui est en train d'attendre à l'antenne, qu'elle ne quitte pas. Il y a Marie qui est au téléphone. Et vas-y Marie, dis-nous ce que tu penses. Et pendant ce temps-là, je vais écouter l'autre personne. Tu es avec Patrick Guérin. Allô? Oui, vas-y Marie, t'es à l'antenne. Allô, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, j'ai pas pu entendre la première partie, la première demi-heure, excusez-moi. Mais je dis que j'ai dit à Joël que ça faisait très peur. Ou alors, pour ne pas être dans cette peur, connaître les outils et de savoir utiliser les outils pour s'en sortir. Alors, il y a quand même beaucoup et de faire face parce qu'on a l'impression que tout ce qui est le mal est beaucoup plus fort que celui qui veut faire du bien, c'est le cas de dire. Regardez tout ce qui se passe autour de nous tous les jours. Oui, mais il ne faut pas rester sur cette image négative. Voilà. Le mal est beaucoup plus violent dans l'action, beaucoup plus direct. Oui. Une pensée négative, elle est formulée très librement et directement, avec beaucoup de violence. Mais on a, avec cette confiance en nous, ce poids ces rituels, la possibilité d'inverser et vraiment de combattre ce mal. Parce que sur la durée, on a le résultat. Oui. Mais il faut savoir comment faire. Et puis il faut vraiment être... Alors, il a écrit un petit livre qui s'appelle « Se délivrer des sortilèges et de la fatalité », donc qui donne tout un tas de... Je vais noter tout ça. Qui redonne plein de solutions. Est-ce que, Patrick Guérin, vous pensez que n'importe qui lit ce livre peut, avec ce livre, et il y a quand même des ingrédients dont je vous demanderais où il faut aller les chercher quand même, parce que c'est pas évident qu'on les trouve partout, mais est-ce que quelqu'un peut vraiment, chez lui, tranquille, se débarrasser de tous ces problèmes? Oui, totalement, parce que ce livre a été construit justement pour permettre à chacun de faire face à des situations douloureuses, à des sorts, à de la méchanceté. Il explique pourquoi et comment. Si on ne comprend pas pourquoi on subit, quelle sorte de méchanceté on peut subir, ou ce que l'on a de mauvais en nous, eh bien on ne peut pas s'en libérer. Là, ça explique et ça donne également, au fur et à mesure, les recettes pour justement faire face à ces situations. Oui, excusez-moi, parce qu'il ne suffit pas de prier, d'envoyer plutôt de l'amour à celui qui fait du mal. Non. Ça ne suffit pas. Non. Non, mais là, on parle de rituel. Oui. Et c'est pas... je parle pas de pensée positive. Je parle de rituel pour se délivrer de mauvaises actions que l'on subit. Disons qu'il faut rentrer dans l'action. Il faut faire des, des actes. Oui, là, il faut rentrer dans l'action, Marie. Oui, parce qu'à un moment donné, on est obligé de répondre par un acte. Lorsqu'on vous envoie un coup de couteau, il faut recoudre, madame. Oui. Voilà, il faut cicatriser après. Il faut utiliser les produits qui vont vous permettre d'évacuer toute cette plaie, le sort, et de vous ressentir bien. Donc, ça demande une action. C'est ce que je pensais, oui. Il faudrait pouvoir envoyer son outil à celui qui vous envoie ça. Et que ce soit lui qui s'est touché. Ah, ça, c'est une notion très personnelle. Et ça, tu fais comme tu veux, Marie. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire du mal à celui qui m'a fait du mal, si je devais le faire. Mais il y a d'autres systèmes, il y a l'adagide. Voilà. Soit on peut évacuer le mal et le mal, se libère dans la nature et repart comme ça. Ou soit on programme pour que celui qui a fait du mal reprenne une claque, on va dire, une gifle en retour. C'est ça, voilà. Mais ça, c'est soi-même que l'on choisit. C'est toi qui choisis. C'est très personnel, ce que ça. Tu veux faire. On choisit le rituel que l'on va adopter. C'est pas une question de vengeance, ça. C'est je me libère par quel moyen. Oui, c'est bien de dire que c'est pas de la vengeance. C'est pas de la vengeance. C'est de la libération. C'est toujours une libération, et je me libère du mal par quelle action? Est-ce que je veux une où j'épuise le mal et on en reste là, ou une où je me libère et je donne une leçon à l'autre pour lui montrer que ce qu'il m'a fait, c'était pas bien. Ça, c'est quelque chose de très personnel. Disons que ça peut durer longtemps, ça. Hein. Mais oui, c'est bien pour ça que je disais. Non, mais si ça dure trop longtemps, on alimente le mal. Si ça dure trop longtemps, on met une gifle.
Voilà. Oui, parce que l'individu ou bien je ne sais pas, le jeteur de sorts, c'est le cas de dire, c'est son activité. Pas forcément, ça peut être un membre de la famille, ça peut être même... c'est toujours conscient en tout cas. Hein. Oui, un sort jeté, il est conscient. D'accord. Il y a une volonté de nuire bien affichée, bien affirmée. Donc, affichée peut-être pas, mais affirmée, oui. Et alors l'intérêt par contre de renvoyer le sort, est bien souvent, les gens qui prennent des gifles comme ça en retour vont se manifester dans leur vie, envers vous, d'une façon verbale ou autre, mais vont exprimer leur mécontentement. Ils vont peut-être envoyer un autre sort plus fort. Non, en général, ils vont le formuler. Ils vont dire quelque chose qui va les dévoiler. Ils vont les dévoiler. Et ça, c'est assez intéressant. Parce qu'au moins, on a la certitude que c'était eux. C'était eux. On a atteint leur but. On a atteint notre but. Et dans ce sens-là, arrivé là, les choses s'arrêtent. Les choses s'arrêtent, c'est pas évident, c'est pas sûr, hein. Parce que des individus comme ça. Alors là, madame, là, vous êtes victime d'autre chose, et je pense qu'il faut prendre les choses en main très efficacement. En tous les cas, parce merci. Qu'on peut passer du temps à renvoyer ça. Voilà, c'est bien pour ça que je me disais, on alimente le mal. C'est comme quand plus on met de bûches dans la cheminée, plus le feu il couve. Oui. Il fume, quoi. Je veux dire, il y a du feu. Ça, si on arrête les bûches, le feu s'éteint. Oui, mais on peut pas dire merci non plus à tous. Ah, mais non, mais je suis d'accord. Il y a des cas dans votre livre où les gens ne pouvaient pas s'arrêter là. Il faut un juste milieu également. Hein. C'est sûr que dans la maison hantée de Bernadette, dont les gens découvriront l'histoire dans le livre, il n'y avait pas d'autre solution que de faire venir un spécialiste. Non, on ne peut pas subir toujours, ça c'est pas possible. Donc il y a un moment donné où il faut prendre le rituel qui va être à la mesure de ce que l'on subit. Et sincèrement, je donne dans mon livre suffisamment de méthodes et de bons rituels, sans risque de choc en retour, justement, pour répondre à beaucoup de ces attaques. Et des charmes aussi, donc. Et des charmes pour se faire du bien, parce que ça, c'est... faut aussi penser à être gentil avec soi. Merci, Marie. Bon, merci beaucoup. Et puis, vous donnez les titres de l'ouvrage. Oui, je vais le redonner. Je ne vais pas le redonner, t'inquiète. Et je vais continuer à vous écouter. Je n'ai pas entendu la première partie. Eh bien, tu l'auras dimanche matin. Ok. À 6h, hein, c'est ça. Le Petit Prince et moi. Merci beaucoup. Merci, au revoir, madame. Merci, au revoir. Je continue à vous écouter. Merci. Merci. Alors, je voulais savoir, justement, tous ces bougies noires ou de couleurs invraisemblables, toutes ces poudres de perlimpinpin, toute cette cire, etc. On trouve ça où? Parce que c'est pas le tout d'avoir les formules, mais il faut les ingrédients. Les ingrédients sont assez faciles à trouver. Il suffit d'aller non seulement sur Internet ou dans beaucoup de boutiques ésotériques, on va trouver. Les encens, Et les encens peut-être. Oui, les bougies de couleur également. D'ailleurs, vous les trouvez un peu partout, les bougies de couleur. La cire consacrée, peut-être pas. Si, les cires d'abeilles, on trouve... On dit consacrée, il suffit qu'elles soient pures, quoi, qu'elles soient vierges. Elles sont pures, et après, on les consacre soi-même. Il y a des formules de consécration. Oui, il y a des... Enfin, c'est tout un... Il y a des rituels qui durent longtemps, hein, sur 28 jours. Donc, il faut, comme le disait Marie, il faut passer à l'action. On ne reste pas dans son fauteuil en donnant de l'argent à un marabout. Lorsque l'on subit un mauvais sort ou lorsqu'on subit une vraie malchance, lorsqu'on se trouve prisonnier dans une spirale négative, qu'elle soit familiale, qu'elle soit de ses mauvaises pensées, qu'on soit victime de quelqu'un d'autre, en général... on s'en aperçoit au bout de quelques mois ou voire quelques années. Donc si on passe un cycle lunaire pour se délivrer d'une telle pression négative, je pense que c'est pas très long. Et un cycle lunaire, la Lune a énormément d'importance, elle permet de boucler la boucle. 28 jours, c'est le cycle lunaire. C'est 3 neuvaines. Eh bien, on boucle la boucle est bouclée. On annule. Si on fait 21 jours, la boucle n'est pas bouclée, le sort reviendra parce qu'on a laissé une porte ouverte. Il y a une très grande correspondance. Ce qu'on dit 3 neuvaines, exactement. Beaucoup de choses se rejoignent. Alors, dans votre livre aussi, il y a aussi les heures magiques, hein, savoir calculer les heures à laquelle on fait ça en fonction des anges, etc. Et c'est assez clair, c'est assez facile
c'est pas des C'est pour être- calculs astronomiques, quoi. Non, et c'est pour être en bon aspect et être aussi généreux avec soi. Si l'on veut se faire du bien, on choisit les meilleurs moments et les meilleurs ingrédients. Lorsqu'on veut réussir un bon plat, on prend les meilleurs ingrédients aussi. Bien là, on va choisir les meilleurs moments, les meilleurs auspices pour avoir la chaîne de correspondance au niveau des produits, au niveau de chaque élément qui va nous servir. Ça, c'est très important en magie. Parce que c'est une des grandes règles pour réussir quelque chose. C'est à quel moment, le moment le plus propice pour faire quelque chose. C'est la règle des similitudes. Oui, c'est la règle d'analogie. C'est une des grandes bases. Alors, vous parlez aussi des esprits familiaux et des fantômes. Il y a quelque chose qui m'a amusé dans votre livre. Vous dites, je pourrais même dire que dans certaines vieilles maisons, c'est presque un luxe d'avoir un fantôme chez soi. D'ailleurs, certaines familles de la noblesse aiment parler du fantôme qui occupe leur château presque comme un membre de la famille. Ça, j'ai trouvé ça amusant. Est-ce qu'il faut vraiment s'en débarrasser des fantômes ? Si le fantôme ne dérange pas, non. D'ailleurs, certaines, effectivement, grandes familles dont on ne se permet pas de rigoler lorsqu'ils évoquent le fantôme familial. On ne remet pas ça en cause. On en rigole. Ne le chasse pas. Un fantôme n'est pas mauvais en soi. C'est une présence. Le mauvais esprit, lui, c'est pas le même. Alors le fantôme, c'est un peu embêtant quand même, parce que quelque part on a l'impression de ne pas être chez soi, qu'on est un peu épié même dans son intimité. Et vous dites dans votre livre, lorsqu'il se manifeste, ce fameux ou ces fameux fantômes, c'est généralement parce qu'il veut vous montrer, vous exprimer quelque chose. Il veut vous montrer quoi, ou vous exprimer quoi ? Sa présence, il revit. C'est que votre sensibilité lui permet de revivre. Donc, d'exister quelque part. C'est que votre sensibilité s'accorde à lui. Donc, il peut rentrer en action avec vous. Quelqu'un qui est totalement froid ne verra pas le fantôme. Quelqu'un d'hypersensible va sentir ses frôlements, ses nuances, ses perceptions hypersensibles. Et donc là, il y a un jeu qui va se mettre en place. Un peu cours après moi que je t'attrape. Mais le jeu peut devenir une forme de possession. C'est-à-dire que ça peut très vite devenir quelque chose d'obsessionnel aussi. La personne qui ressent va rechercher. Ou va fuir, mais c'est pareil. C'est pareil. Oui. Et dans le deuxième temps, l'autre va prendre de la force parce qu'on rentre dans un jeu. Et le jeu peut être à ce moment-là devenir très, très, très ennuyeux, oui. Très, très méchant, voire. Vous expliquez aussi que dans l'au-delà, malheureusement, il n'y a pas que des anges et des saints. Beaucoup d'esprits nuisibles y végètent dans les sphères du bas astral, proches du monde physique, en attendant l'occasion de nuire parmi les humains. Ces larves sont des entités matérialisées à partir des mauvaises pensées des humains, donc des sortes d'égrégores négatifs qui ont acquis une certaine autonomie, une certaine puissance d'action et qui recherchent le contact avec les vivants pour faire le plein d'énergie et ainsi entretenir leur existence. Alors, la différence entre les larves et les fantômes ? Non, ce sont ces esprits qui sont vraiment reliés à nous par nos pensées négatives, qui se nourrissent de nos plus mauvaises formulations et plus mauvaises pensées. Ces esprits, on peut les capter également lorsqu'on fait par exemple du spiritisme. Le nombre de personnes que j'ai vues être victimes de leur séance et plus pouvoir se débarrasser des esprits qu'ils ont reçus chez eux et un esprit qui va prendre possession complètement de leur habitation. J'ai vu ça, mais des dizaines et des dizaines de fois. Ça doit être relativement facile à se débarrasser, non ? Curieusement, non, pas toujours. Parce que selon sa sensibilité et selon la façon dont on peut consciemment ou inconsciemment nourrir cet esprit, on peut le garder très longtemps et il peut devenir très puissant et très violent également.
Donc on pourrait penser que toute cette vague de spiritisme de la fin du 19e avec Kardec et tout ça, ça a plutôt fait redescendre des esprits du bas astral. En tout cas, c'est maintenir l'esprit du bas astral. À partir du moment où on appelle et où on veut faire établir un contact, on abaisse, on va chercher à retenir. Et là, à partir du moment où on nourrit, de par les séances, ces énergies qui sont comme des formes d'égrégores, eh bien, oui, on peut avoir énormément de mal à s'en débarrasser par la suite. Donc vous êtes contre le spiritisme? Non, je ne suis pas contre. Ce sont des expériences qu'il faut faire, mais qu'il ne faut pas... Pas faire chez soi, déjà. Pas chez les autres non plus, sinon vous n'allez pas avoir d'amis longtemps. En pleine nature. Mais non, il ne faut pas entretenir les choses. Il ne faut pas tomber dans l'obsession. Est-ce que vous contrôlez l'esprit ou est-ce que c'est l'esprit qui vous contrôle? Il y a un moment donné où le spirit peut se poser la question. Il ressent un besoin d'appeler. Mais est-ce que ce n'est pas l'esprit qui crée ce besoin? Regardez également, les gens qui ont pratiqué le spiritisme ont tendance à maigrir, à s'épuiser. Ils sont comme vampirisés dans leurs énergies. Et ils se déconnectent de la réalité. On peut dire aussi que je suis déconnecté de la réalité. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai les pieds sur terre, je sais où je vais et je sais ce qu'il faut faire. Lorsque vous êtes trop dans cette dépendance, vous pouvez être complètement envoûté par l'esprit, oui. Et qu'est-ce que vous faites, vous, pour vous protéger? Parce que je veux dire, vous devez être confronté à des histoires quelquefois assez violentes. Alors, j'ai la chance d'avoir quelques rituels qui me permettent d'évacuer. Et ça, il faut penser aussi à soi. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps au travers de prières, au travers de certaines d'anciens textes, au travers de méditation, ça évacuer. Après, il y a aussi tout ce qu'on peut utiliser comme encens, comme huile essentielle, qui va permettre de se nettoyer et nettoyer notre corps. C'est qu'un magnétiseur, lorsqu'il nous reçoit, se lave les mains après nous avoir reçus. Avant aussi, ça serait bien. Avant et après. D'accord. Mais ça fait partie, on enlève ce qu'on en a pris. Donc, à la fin d'une journée, j'ai toujours une séance pour moi, pour établir cet équilibre et cette harmonie énergétique. D'accord. Alors, vous dites que dans une habitation récente, les nuisances ne peuvent venir que des objets ou des meubles, et il est bien souvent difficile de définir lequel est habité par un esprit. Parce que vous racontiez l'histoire de cette maison où il y avait des problèmes. Donc, c'est vrai que vous étiez arrivé pour travailler sur une maison, et c'était une maison qui vous semblait pas du tout Dans les maisons hantée. récentes, il y a deux choses à observer. C'est comment elle a été construite Et sur quoi elle a été et sur construite. quoi elle a été construite. Ça, on ne le sait pas toujours. Voilà. Malheureusement, on ne sait pas toujours. Dans certains cas, on arrive aujourd'hui, malgré tout, avec les éléments qui sont de notre portée, on arrive quand même à éclaircir un petit peu les choses. Mais soit les choses remontent du sol, ou soit elles sont créées autour de la maison. Donc, c'est soit intérieur, auquel cas ça va remonter du sol. Observer aussi toutes les masses métalliques qui peuvent être dans les constructions, mais dans les constructions modernes, on utilise beaucoup moins de métallique. Donc, bien souvent... Parce qu'une masse métallique, c'est pas bon. Ça fait une prise de c'est terre. Un peu la cage de Faraday. Ouais, c'est un peu... Oui, ça peut engendrer. Mais ça, on rentre dans les ondes de forme qui peuvent créer leur propre nuisance. Ça peut faire une cheminée. Voilà. Et on n'est pas dans la force pensée négative. Mais dans beaucoup de ces endroits qui ont des vibrations assez basses, on se retrouve avec des gens aussi qui pensent et qui agissent avec un seuil de négativité très bas, très direct. Puisque la maison a ce seuil de négativité, donc oui. Ça s'accorde. Ça réagit. On s'accorde à la musique ambiante. Donc on rentre dans la violence tout de suite. On rentre dans l'agressivité tout de suite. Ou dans la maladie, comme ces fameuses maisons à cancer. Ou dans la maladie. On s'accorde à la vibration du lieu.
Ok, donc ça sera. C'était un de vos derniers chapitres. Il y a beaucoup de choses dans ce livre. Se délivrer des sortilèges et de la fatalité. Aux éditions Trajectoire, vous vous appelez Patrick Guérin et c'est un livre qui va vous aider à vous libérer de l'auto-envoûtement, contre les mauvaises pensées et l'hostilité, pour repousser les égrégores négatifs, pour purifier les lieux, pour contrer sorts et malédictions, pour chasser les fantômes et les esprits. Bon, il y avait un moment dans votre livre aussi, je n'ai pas retrouvé la page, où vous disiez que on peut rire de tout ce qu'on dit ce soir, mais bon, faut pas trop en rire quand même. Lorsqu'on vit tout ça, et lorsqu'on est dans une spirale d'échecs ou lorsqu'on subit vraiment jour après jour de la négativité, des échecs, des difficultés, il y a un moment où il faut se poser les questions et les bonnes questions. Donc en rire, on peut toujours, mais être conscient et se poser les bonnes questions, c'est vraiment ce qui permet non seulement de sortir de ces situations, mais également d'évoluer et de retrouver la confiance en soi. Alors, vous consultez à Paris, je crois. Hein ? Oui, à Paris, oui, dans le 15e. Est-ce que vous avez un site internet, quelque chose où on peut vous retrouver, ou un numéro de téléphone ? patrickguérin.com, pardon. Patrick Guérin, dans un seul mot. patrick-guérin.com ou .fr. Et j'ai un numéro qui est le 01 45 31 69 23. Alors 01 45 31 69 23. 23. Et ben voilà. Alors, se délivrer des sortilèges et de la fatalité, si un jour ça vous arrive, que vous sentez que dans votre vie, il y a plein de choses qui vont pas et que c'est quand même bizarre. De toute façon, ce qui est bien, je vous dis, c'est qu'il y a quand même un questionnaire pour savoir si ça vient de vous, comme l'émission qu'on avait fait un peu la semaine dernière, ou si ça peut venir des autres. Parce que des fois, ça peut venir des autres, malheureusement. Tout le monde n'est pas parfait sur cette terre. Merci beaucoup, Patrick Guérin. Merci à vous de m'avoir invité et bonsoir à tout le monde. Merci.